bonsoir. Pour la journée de la population célébrée le 11 juillet dernier, il a été retenu comme thème « La planification familiale est un droit humain ». Le planning familial, c'est en quelque sorte la maîtrise ou la gestion de la procréation ou des naissances qui est à l'honneur. Pourquoi alors ce thème de planification familiale et ce droit est-il une réalité dans notre pays? Nous allons le savoir ce soir dans cette émission et pour nous en parler, nous avons autour de cette table Dr Yao Habibi. Il est chargé de programme santé de la reproduction à l'UNFPA Togo. Dr Habibi, bonsoir. Bonsoir, Rita. Nous avons également Madame Yaba Essien. Elle est sage-femme d'État, division de la santé maternelle, infantile et de la planification familiale. Madame Essien, bonsoir. Bonsoir, Anita. Nous avons une autre sage-femme autour de cette table. Elle est sage-femme d'État, prestataire au CMS, Centre de médico-social de Baguida. Madame Povi Eusebio. Madame Eusebio, bonsoir. Bonsoir, Anita. Et l'autre docteur autour de cette table, c'est docteur Mborche Bingo. Il est médecin gynécologue à l'ATBF. Docteur Mborche, bonsoir. Bonsoir. Alors, le 11 juillet dernier donc, a été célébrée la journée de la population et le thème a été retenu, le thème de la planification qui est un droit humain. D'abord, docteur Habibi, dites-nous, vous êtes à l'UNFPA, Bureau Togo, disons que c'est l'organisation qui est chargée de célébrer ou d'organiser cette journée dans nos pays. Alors dites-nous, pourquoi une telle journée? Pourquoi une journée mondiale de la population? Merci. Avant d'aller à une réponse à votre question, permettez-moi de saisir de ce privilège que j'ai de parler le premier pour dire un sincère merci à la TVT d'avoir fait son plateau pour que nous posons le dernier acte d'un programme de célébration de 2 semaines. Dernier acte qui est ce débat télévisé et qui nous donne l'occasion vraiment de faire le plaidoyer. Et c'est une question pertinente. Question d'adéquation entre population et le développement. Oui, surtout. Que revêt la question de la planification familiale. Bon, revenons maintenant à la question posée. Pourquoi une journée? Pour commencer, que la journée mondiale de la population fait partie des journées célébrées que nous appelons journées thématiques. Ce sont des occasions qui sont données pour que on mette en exergue, qu'on tire l'attention des communautés, des populations sur des questions précises de développement. Pour ce qui concerne la journée mondiale de la population, je dirais que ça a pris effet d'abord en 1800 à 1987 d'un constat. Le constat que la population mondiale a atteint à cette année, précisément le 11 juillet, les 5 milliards. Il fallait alors penser comment définir les stratégies pour que le développement puisse rimer avec cette population constatée galopante. 2 ans après, la première journée a été célébrée et dès lors, chaque année, il faut choisir des thématiques en rapport avec les questions de population et de développement. Ainsi, on est passé sur des questions de population principalement et des questions de santé, puisque quand on parle de population, on parle de santé. De la santé, oui. Des questions de promotion de la femme, qui est au cœur pour le développement. Et cette année, nous sommes à la 3e année sur la question de planification familiale. Autant dire qu'au jour d'aujourd'hui, ces questions restent très primordiales parce que nous avons en tête déjà une population de 7 milliards en 2010. Oui. Et la réflexion continue. Comment faire? Quelle stratégie développer pour pouvoir contenir cette population, qui est un défi pour nos pays en développement. Bon.
Voilà. D'accord. Alors, docteur Agui, on va essayer de comprendre durant ce débat, voir si le fait de choisir ce thème de planification familiale rimerait peut-être à freiner, à réduire cette population ou bien à essayer de gérer cette population. Mais avant d'arriver à cette question, docteur Agui, je reste avec vous. Oui. Cette année donc, disons depuis 3 années consécutives, oui, il est question de planification familiale. Et quand dans la documentation, j'ai retenu cette phrase qui parlait de planification familiale effectuée par la population et non par la famille, donc, et non pour la famille. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer cette phrase-là? Disons que c'est la déléguée chargée de la coordination des négociations qui a justement déclaré ou bien utilisé cette phrase. Je veux qu'on comprenne cette histoire de par la famille et pour la famille. Merci Anita. Je pense que tout simplement, à travers cette déclaration, c'est de dire que la planification reste avant tout un choix, une volonté. Oui. Et aussi, il y a la notion de conscience. Parce que si je veux adopter une méthode de planification, c'est que ce n'est pas volonté, c'est que j'ai bien compris, j'ai un fondement et je l'ai accepté. Ce n'est pas quelque chose qu'un prestataire m'impose. Et dans la pratique, la notion de conseil est primordiale. C'est le conseil qui est donné par le prestataire qui fait aboutir à un choix que nous disons choix éclairé. Donc, la personne choisit cette méthode en ayant les avantages et les quelques inconvénients, s'il y en a effectivement. Merci. D'accord. Donc, disons, comme vous l'avez dit, c'est ce acte qu'on pose volontairement, oui, en prenant conscience de la chose. C'est ça. D'accord. Alors, docteur Mborchi, alors, disons qu'on parle de planning familial et tout. Alors, on va essayer... Bon, on utilise le terme tout le temps, la planification familiale, le planning familial, mais dites-nous concrètement, vous êtes gynécologue, à l'ATBF, on connaît bien l'ATBF, dites-nous, qu'entend-on par planning familial? Merci Anita. La planification familiale est définie comme étant l'ensemble des moyens qu'on met à la disposition des individus pour leur permettre d'éviter les grossesses non désirées, d'espacer convenablement les naissances et avoir la taille souhaitée de leur famille et également éviter les infections sexuellement transmissibles. Donc ainsi définie, la planification familiale regroupe plusieurs composantes. Et l'une des composantes, c'est la communication pour le changement donc, du comportement. La deuxième composante, c'est l'utilisation de la contraception. La troisième composante, c'est la prévention et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles. La quatrième composante, c'est la prévention de l'infertilité. Et la dernière composante, c'est l'éducation à la vie familiale. Donc, c'est toutes ces composantes-là qui constituent bien, qui forment la planification familiale. Donc, c'est à tort que on pense que la planification familiale, c'est la contraception. Ça regroupe plus que la contraception. Ah. D'accord. Alors, tout à l'heure, j'ai vu Madame Eusebio qui souriait. Donc, Madame Eusebio, vous êtes sage-femme. Alors, est-ce qu'il arrive que les femmes viennent vers vous et puis disent Madame, je veux le planning familial, ça veut dire que je vais espacer les enfants? Si, Anita, c'est notre pain quotidien. Je peux dire que c'est notre pain quotidien, la maternité, les femmes qui se dirigent vers nous. C'est forcément pour espacer les naissances. Pour espacer les naissances. Puisque dans le centre maintenant, il y a une salle pour la planification familiale, il y a la salle d'accouchement, il y a la salle de consultation prénatale. Donc il y a des femmes qui viennent spécialement, elles rentrent dans la salle de planification familiale, c'est pour avoir des conseils, comme vient de le dire le docteur Mborchi, qu'il y a plusieurs composantes, mais les femmes ne connaissent pas ces composantes-là. Quand elles rentrent, c'est pour espacer les naissances. Et c'est à nous de leur donner des conseils. Et avant,
on faisait le consigne bercé, mais maintenant, on fait le consigne rédit. C'est-à-dire, nous aidons les femmes à choisir leur méthode. On laisse les femmes à faire leur choix libre. Vous leur présentez les méthodes. Comme vous voulez les voir, nous avons... Oui, d'accord. On reviendra sur ça. Donc, on donne des conseils aux femmes et on laisse les femmes faire leur choix. Elles font de libre choix. Oui. D'accord. On parle là de la volonté de choisir. De la volonté de choisir. Voilà, sa méthode contraceptive. Alors, madame, ici, il arrive souvent que les femmes soient étonnées quand elles viennent pour le planning familial et que vous leur dites que, bon, le planning familial, c'est un tout et tout ça, elles sont étonnées. Oui, merci beaucoup, Anita. La plupart des femmes, mais pas seulement les femmes, la plupart de la population, quand ils viennent à nous et que nous leur expliquons que la planification familiale ne se limite pas seulement à la contraception, ils s'étonnent. Parce que pour le commun, pour monsieur tout le monde, la planification familiale, c'est la contraception. Et c'est ce qu'ils ont depuis et c'est ce qui se propage également. Donc, c'est également le lieu, ici, sur ce plateau, de faire comprendre à la population que la planification familiale va au-delà de la contraception, comme nous venons de le dire tout à l'heure. Il y a l'information, la sensibilisation, la lutte contre les infertilités, fécondité. La planification familiale permet de donner la chance au couple de concevoir également. D'accord. Merci beaucoup, Madame Issien. On reviendra tout à l'heure vers vous. Mais, docteur Agbigbi, alors, quand on comprend que que la planification permet de gérer un peu, gérer sa procréation ou les naissances. Est-ce que, le Togo, avec près de 7 millions d'habitants, est-ce qu'on a vraiment besoin de freiner ou gérer les naissances? On peut y aller, non? Bon, c'est vrai. Vous avez bien posé la question. Est-ce que, à votre avis, avec cette population de 7 millions, on vit, on est à l'aise? Non, docteur Agbigbi, c'est moi qui pose les questions. Non, c'est pour arriver à la réponse. Non, en fait, l'objet de la planification, c'est d'amener l'individu à suivre ce besoin, à la prospérité, à l'épanouissement. Donc, si avec une population de 7 millions, au Togo, nous sommes à l'aise, le développement assuré, nous n'avons pas un problème de jeunesse sous le bras, problème de scolarisation de la jeunesse, il n'y en a pas. Il n'y a pas un problème de santé, il n'y a pas un problème d'emploi. Donc, je dirais que peut-être, au-delà de cette population de 7 millions, on sera toujours à l'aise. Mais tant qu'il y a ces problèmes, il y a question de se dire, penser un peu. Est-ce que nous avons une taille qui soit adaptée à notre essor économique, à nos capacités économiques? Voilà, c'est en ce sens que la question se pose. Bon. J'espère que tu tires toi-même la réponse. Bon, d'accord, je vais me tourner vers le docteur Mbortier pour... Je sais que, à la TBF, on parle de planning familial et tout, mais docteur Mbortier, j'espère que vous allez me donner encore une réponse plus concrète. Est-ce qu'on a besoin du planning familial au Togo? On a vraiment besoin de la planification familiale au Togo. Et tout cela par rapport aux indicateurs. Il faut noter qu'au jour d'aujourd'hui, le taux de mortalité maternelle est de 401 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Ça, ce n'est pas acceptable. Oui, c'est beaucoup. On ne peut pas vouloir donner la vie et en perdre la sienne. Donc, c'est vraiment un problème. Il faut aussi noter que l'EDS de 2013-2014 a retrouvé que près de 17% des adolescentes de 10 à 19 ans sont mères. Vous voyez, être mère à 14 ans, à 12 ans, 13 ans, vous voyez que ce n'est pas normal. D'où la planification familiale a comme objectif de réduire la proportion des femmes qui accouchent moins de 18 ans, puisque il y en a au Togo. Il faut réduire la proportion donc, des femmes qui accouchent moins de 18 ans.
Ce n'est pas parce qu'on a d'accoucher moins d'éviter les grossesses moins de 18 ans qu'il faut accepter les grossesses au-delà de 35 ans, parce qu'il y a aussi les conséquences après 35 ans. Donc, c'est de réduire la proportion des femmes qui accouchent au-delà de 35 ans. C'est d'éviter également les grossesses, ou bien de réduire la proportion des femmes qui accouchent moins de, ou bien plus de 4 enfants. L'ODS également retrouvé qu'il y avait une proportion non négligeable de femmes qui ont plus de 4 enfants. Et quand on regarde un peu l'indice synthétique de fertilité, c'est 4,8 enfants par couple, avec 5,7% dans le milieu rural et 3,2% en milieu urbain. Justement, je voulais vous demander par rapport au nombre que vous avez donné. J'ai dit, si un couple a les moyens de faire 10 enfants, est-ce qu'il pourra... Ça, c'est une très belle question. Oui, parce que moi, j'ai les moyens de faire 10 enfants, on ne va pas me dire d'en faire 2 ou 3. Ça, c'est vraiment une très belle question. La planification familiale dit qu'il est bon d'espacer les naissances de façon raisonnable. Toutefois, à ne pas épuiser les femmes. On sait qu'à partir de 4 enfants, je ne dis pas que c'est le seul, c'est 4. À partir de 4 enfants, le risque que les femmes enceintes en cours sont énormes. Ça, c'est le décès. D'où il est important de faire des enfants comme si les moyens le permettent, mais de ne pas dépasser un seuil. On ne peut pas faire pour en faire. Il faut tenir compte donc de celles qui accouchent. D'où il est quand même important de rester dans cette logique-là pour faire des enfants en tenant compte des moyens. Ou ne pas faire, parce que la planification familiale, c'est ça. On peut décider délibérément de ne pas faire d'enfants. Donc si on décide de ne pas faire, nous allons venir peut-être sur ça après. Oui, mais si on veut en faire, je ne peux pas dire qu'il faut s'arrêter à 4, mais il faut savoir qu'à partir de 4, déjà, il y a des complications qui peuvent survenir chez la mère et la maman a pu mourir. Et quand une mère décède des couches, les autres enfants ne peuvent même pas vivre. D'accord. Merci, docteur. On reviendra tout à l'heure vers vous. Madame Essien, tout à l'heure, le docteur Mborti a parlé de cette, disons, de cette tranche d'âge. On essaie d'éviter ou de réduire le nombre de femmes qui accouchent avant 18 ans et puis peut-être après 35. Alors, dites-nous, quand on parle de planning familial, à quel âge on doit s'intéresser à la question ? C'est-à-dire étant déjà adolescente, ou bien quand on a commencé par avoir des enfants, à quel âge concrètement on parle de planning familial? Merci beaucoup. En termes de planification familiale, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge aujourd'hui. D'autant plus que nous mettons également l'accent sur l'éducation sexuelle complète, qui commence dès le bas âge. N'oublions pas que la planification familiale ne se limite pas seulement à la contraception. Il faudrait que l'enfant, dès son bas âge, connaisse son corps, comprenne comment fonctionnent ses appareils génitaux. Donc, il n'y a pas d'âge. Le plus tôt est le mieux. Si nous venons à la contraception, aujourd'hui, il n'y a plus de contre-indications par rapport à l'âge pour quelque méthode que ce soit. Donc, toutes les méthodes peuvent être en fait à n'importe qui, quel que soit son âge. Mais pourvu qu'il comprenne les avantages, les limites et qu'il fasse un choix éclairé. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser aux questions de planning familial. Mais Madame Eusebio, alors, quand on dit planning familial, est-ce que il y a un sexe, c'est-à-dire est-ce que on parle des filles ou des garçons ou des deux sexes? Oui, la planification familiale concerne tout le monde, que ce soit fille ou garçon, que ce soit homme ou femme. Bon. Mais c'est plus les femmes, non, madame? Oui, quand on veut biaiser le mot planification familiale à la contraception, donc on vise les femmes. Puisque toutes les méthodes que nous avons au Togo, presque la majorité concerne les femmes. Et pour les hommes, il n'y a que les préservatifs ou bien la vasectomie. Donc vous voyez, quand on parle de contraception, ça concerne les femmes. Mais quand on parle de planification familiale en général, ça concerne les deux sexes.
Même Madame Zibi, en tant que sage-femme, est-ce que dans votre centre au niveau de Baguida, ce sont les couples qui viennent vers vous pour le planning familial ou c'est plus les femmes qui viennent? Si plus les femmes viennent, de rares couples qui comprennent les bienfaits de la contraception, si je me dévie vers la contraception en parlant de la planification familiale, oui, rares de ces couples-là amènent leurs femmes en planning familial. L'homme et la femme viennent ensemble. L'homme et la femme viennent ensemble. L'idéal, c'est que ce soit des couples. Normalement. Normalement. Parce que même si la femme doit utiliser des méthodes, je me dis que peut-être l'homme doit être à côté pour savoir que ma femme va utiliser tel ou tel moyen et peut-être il faut que je sache comment lui prendre. Et c'est la preuve de l'acceptation par le mari. Le mari, oui. Parce qu'il arrive, madame, il arrive que des maris soient contre le fait que leur femme utilise des contraceptions. Si. Il y a plusieurs hommes qui sont contre même. Quand on fait nos campagnes de sensibilisation et on fait les offres, les journées portes ouvertes là, il y a des femmes qui viennent adopter une méthode, 2 ou 3 mois, elles reviennent que leurs maris sont contre. Alors qu'on donne des informations plusieurs fois et les maris sont bien au courant de ce qui se passe. Je peux dire qu'il y a des hommes qui sont contre, mais il y a d'autres qui sont pour. Et il y a des femmes aussi qui sont contre aussi. Il y a des hommes qui disent à leurs femmes d'aller se faire planifier. Les femmes refusent. Bon, peut-être est-ce que c'est parce que... on va découvrir les méthodes tout à l'heure, mais est-ce que c'est parce que certaines méthodes ont des effets secondaires que, peut-être la femme qui refuse dit je ne veux pas supporter, ou le monsieur peut-être il ne ressent plus la même chose comme avant, alors il s'est dit non. Oui, c'est que en matière de planification, en matière de contraception, il y a des informations qui sont biaisées à quelque part, qui font que les femmes ne comprennent pas les effets secondaires. Puisque avec tout produit, il y a des effets secondaires, et ces effets secondaires-là, c'est dû au produit. Mais quand ces femmes ont ces effets secondaires-là, elles désirent abandonner la méthode. Mais avec des conseils, elles gardent leur méthode. Et surtout les rumeurs. Il y a des rumeurs sur les idées préconçues. Oui, les idées préconçues et les rumeurs sur la planification familiale au Togo. Et ça qui fait que une femme qui adopte une méthode maintenant, ou bien il y a d'autres qui n'ont même pas adopté. Et quand les femmes... dans leur causerie, disent qu'elles ont adopté une méthode. Ils disent, tu as fait ça là. Il paraît que ça fait très mal. Et psychologiquement, la femme là est traumatisée. Elle peut venir vous voir qu'elle veut abandonner sa méthode. Mais avec des conseils, il y a d'autres qui gardent, mais il y a d'autres qui désistent. Désistent. Parce que moi, je connais une dame, elle m'a dit que depuis qu'elle a adopté une méthode, elle était tout le temps malade et tout ça, et on lui a dit finalement que c'est la méthode qui lui faisait ça et que dès qu'elle a arrêté, elle va mieux. Ça, il faut le voir. D'accord, madame Zibi, on reviendra tout à l'heure pour découvrir ces différentes méthodes. Alors, docteur Mportier, quand on dit par planning familial et tout, vous, en tant que gynécologue, est-ce qu'il vous arrive d'en parler, d'insister auprès de vos patientes, de leur dire qu'il faut nécessairement avoir recours au planning familial? Est-ce que vous prescrivez en griffe le planning familial à vos patients? Oui, nous prescrivons les services, donc nous offrons les services de planification familiale donc à nos patientes, bien à nos patients de façon générale. Il faut noter que nous sommes dans une dynamique d'intégration des services. Et dans cette dynamique, quand un malade vient dans une formation sanitaire, on est tenu à donner toutes les informations par rapport aux différents services disponibles, y compris les services de planification familiale. Donc, c'est ce que nous faisons en tant que gynéco. Ça nous met très mal à l'aise de voir une femme qu'on veut accoucher qui décède, qui est peut-être à son 7e accouchement. Ce n'est pas admissible. Et actuellement, il y a une nouvelle approche donc, de planification. La planification dans le postpartum. Dans le postpartum, c'est-à-dire qu'une femme, après l'accouchement, avant qu'elle ne quitte la formation sanitaire, elle bénéficie donc d'une méthode contraceptive avant de partir. Et là, ça permet d'éviter les occasions manquées. Puisque ce qu'on a constaté, quand on donne des rendez-vous aux femmes,
elles ne reviennent plus pour les services de planification ou bien les services de contraception. Donc, il est important qu'au cours des consultations prénatales ou des suivis, de parler des avantages de la planification familiale pour que cette femme puisse choisir une méthode contraceptive qui lui sera administrée tout juste après l'accouchement avant qu'elle ne parte. Là, on est plus sûr donc d'utiliser ce service de contraception après l'accouchement et ça permet, puisque après un accouchement, chaque femme qui accouche doit respecter 1000 jours entre un accouchement et une nouvelle grossesse. Ces 1000 jours vont lui permettre de s'occuper de l'enfant et également elle-même de se retrouver. Mais il arrive qu'entre dans l'espace de ces 1000 jours, une grossesse survienne. Donc, d'où moi je dirais que c'est une obligation à toutes les femmes qui accouchent pour qu'elles puissent utiliser une méthode et éviter une grossesse dans les 1000 jours. D'où l'intérêt pour nous de parler, de sensibiliser la population, puisque c'est le couple qui prendra la décision de choisir une méthode. Donc il faut que nous, prestataires, nous parlons des avantages liés à ces méthodes-là ou bien au service de planification familiale de façon générale pour que l'objectif qu'on s'est assigné, qu'on puisse l'atteindre. Oui, mais docteur, est-ce qu'il arrive que vous ayez de ces patientes-là, parce que certaines ont dans l'espace, dans l'intervalle des 1000 jours qui tombent enceintes, et peut-être, disons que l'intervalle entre le premier enfant et le deuxième, peut-être c'est limite 1 an, mais que cette personne dise, bon, mais je suis tombée enceinte peut-être par accident, mais je le gère, quoi. Si je décide de faire des enfants chaque 1 an, c'est mon problème. Et ce n'est pas son problème, simplement parce qu'elle ne comprend pas encore les conséquences qui sont en rapport avec cela. Voilà. D'où notre objectif de les expliquer vraiment les conséquences des grossesses rapprochées. Voilà. Parce qu'il ne faut pas en faire et peut-être mourir, laisser ses enfants. Voilà. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Dr Mborchi. Dr Agbibi, alors pourquoi, disons que le planning familial existait dans nos communautés, on en parle depuis des années, mais pourquoi on insiste tant aujourd'hui? Pourquoi cette nécessité de sensibiliser, de marteler cette importance de recourir au planning familial? Merci. Il y a un adage qui dit que tant que celui qui te poursuit ne s'est pas arrêté, toi aussi tu continues à courir. Bon, je disais que déjà en 87, on était 5 milliards sur la planète Terre. Sur la planète, oui. En 2010, nous étions 7 milliards, 5 milliards, 7 milliards. 7 milliards. C'est-à-dire que si nous prenons les populations en développement, chaque 30 ans, les populations doublent. C'est-à-dire que, voilà, c'est sérieux. Au même moment, le développement économique n'accompagne pas cette population galopante. Donc, il faut un équilibre, tel que je l'ai dit au départ, parce qu'il ne faut pas que tout rime à l'utopie, que faire des enfants et les laisser souffrir et aller au pire à la mort. Oui. Ça n'a pas de sens. Donc, nos pays en développement sont ceux qui enregistrent la forte natalité, au même moment, la forte mortalité. Donc, on procrée pour laisser mourir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut essayer d'équilibrer. Mais le jour où on va atteindre l'Eldorado, c'est-à-dire que chacun peut vivre et assouvir ses besoins fondamentaux et s'épanouir, et qu'on a le moyen. Et je donne l'exemple de ces grandes puissances qui, dans un temps, surtout la Chine qui avait procédé à la limitation, voilà, qui aujourd'hui, enfant unique, maintenant, qui est pro-nataliste. Parce que ils ont atteint un niveau de développement. Après tout, quand on parle de développement, c'est les hommes qui font le développement. Oui. D'autres pays, à part la Chine, font sciemment de faciliter la migration. Ah, ça, c'est pour résoudre un problème économique. C'est sûr. Donc, question d'équilibre, c'est très important.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, docteur. Alors, Madame Issien, on évoque donc la planification familiale. Disons que on parle de façon générale, mais au niveau du Togo, dites-nous, quelle est la situation de la planification familiale dans notre pays? La planification familiale au Togo, elle a évolué, mais malgré que les chiffres ne soient pas satisfaisants quand même. Donc en 2010, le taux de prévalence contraceptive était de 13,2%. Donc ce qui a motivé le pays à s'engager à travers certaines stratégies dites novatrices pour repositionner la planification familiale. Donc ces stratégies sont entre autres les journées portes ouvertes, les stratégies avancées en planification familiale, stratégie mobile, la distribution à base communautaire des produits contraceptifs, y compris les injectables, la planification familiale dans le postpartum, comme venait de le dire Dr Mboche, pour pouvoir repositionner la planification familiale. Ce qui a fait qu'en 2013, d'après l'enquête démographique et de santé, ce taux de prévalence contraceptive a atteint 17,2%. En 3 ans. En 3 ans. Mais c'est toujours bas. C'est toujours mais bas. Quand même, il y a eu une nette amélioration. Et en cette année 2013 également, les besoins non satisfaits en planification familiale sont élevés à 34%. C'est-à-dire que les couples, les femmes, parce qu'en matière de planification familiale, même si c'est la femme qui va adopter une méthode, c'est le couple. Voilà. Donc les couples qui désirent avoir une méthode contraceptive n'ont pas pu le faire. Donc 34% de ceux qui n'ont pas eu leurs besoins satisfaits en planification familiale. Et en parenthèse, Madame Essier, qu'est-ce qui explique cette, disons, non-satisfaction de besoins de planning familial? Ce qui peut l'expliquer, et sûrement ce qui l'explique, premièrement, il y a le manque d'information. Je veux bien adopter une méthode contraceptive, mais comment faire? Où aller? Comment faire? C'est ça. Il y a l'accessibilité géographique. Où est-ce que je vais trouver le centre le plus proche? L'accessibilité financière, surtout ça. Donc, c'est souvent le manque d'information et bien d'autres. Voilà, qui explique ce manque de satisfaction des besoins. Alors, et après les besoins, madame, il y a autre chose? L'indice synthétique de fécondité qui est à 4,8 enfants par femme, qui est également élevé, parce que ce qui est recommandé, la normale c'est 4, mais nous sommes à 4,8. Bon, donc il faudra arriver à enlever la virgule et garder les 4. Et garder les 4. Et donc en 2017, avec les données de routine, le taux de prévalence contraceptive a également un tout petit peu évolué, qui a atteint 25%. Donc nous sommes en train d'arriver. D'accord. Donc madame, oui, docteur. Ok, merci ASN pour tout ce qu'elle a dit. Oui, parler de planification familiale, il faut aussi parler des politiques qui sont de rigueur. C'est dire qu'au Togo, nous avons un environnement très favorable. Depuis 2007, nous avons élaboré la loi SM. Cette loi a abrogé la loi anticontraceptionnelle que tous les pays ont hérité de la colonisation. Donc, ce qui veut dire que la planification est reconnue un droit à tout citoyen. Ça, c'est déjà un premier pas. L'élément que je vais ajouter, c'est tout le développement financier qui, de nos jours, accompagne cette volonté politique en matière de financement de l'achat des contraceptifs. L'État met les moyens. Depuis 2 ans, nous avons une enveloppe très consistante pour l'achat des contraceptifs. C'est très important. Et l'élément qu'il faut aussi ajouter, c'est que tout ceci se fait dans un environnement, disons, d'initiative régionale.
je vais parler de le partenariat de Ouaga, qui a été mis en place ou bien créé en 2011. Je voulais parler aussi de l'initiative EPI 2020, qui est un partenariat mondial dans lequel le pays s'est inscrit. Et c'est assorti, disons, d'engagements, disons, suivis régulièrement. Donc tous ces éléments pris comme engagement, et je pense que ça permet au ministère de faire des pas sur, disons, tout ce qu'il veut faire pour faire la promotion de l'APF. D'accord. Au niveau du pays. Ok. Madame Messien, tout à l'heure, quand vous parlez de la situation au niveau pays et parlez disons, de ces taux-là, donc la normale ou disons, l'idéal serait d'arriver à 100%. C'est impossible. Donc, si on arrive au moins à 50%, on est. Voilà, c'est l'objectif. Effectivement, il y a des objectifs ici au plan international. Je ferai référence à la CPT. Si on atteint une couverture contraceptive de 50%, c'est l'idéal qui a été fixé. C'est-à-dire qu'on on peut faire avec. D'accord. Ok, alors, Madame Ziebio, tout à l'heure, on évoquait un peu les méthodes de planification, ou disons, biaisées pour dire les méthodes contraceptives. Alors, on va essayer de les découvrir un peu plus en détail. Alors, quand les femmes viennent chez vous, au centre, alors, quelles sont ces méthodes-là que vous leur proposez, que vous leur présentez? Ok, merci Anita. On va découvrir notre fameux panier. Oui, notre fameux panier. Dans nos centres, nous avons les méthodes hormonales, à savoir les pilules et les injectables. La pilule, là, vous l'avez vu, tout est blanc. Donc, c'est pour les femmes qui ont accouché. C'est pour les nourrices. Voilà, si on peut faire un gros plan sur... Oui. Donc, c'est pour les nourrices. Et la pilule, là, on appelle ça pilule de lendemain. Le lendemain. Oui. C'est sûr que beaucoup de femmes la connaissent. Oui. Et il y a la pilule combinée. Ici aussi. Voilà. Et puis nous avons les injectables. Ça là, c'est ce que nous appelons l'injectable de 3 mois, le dépôt Provera. Il y a pour 2 mois qu'on appelle Nourricera. Donc ça veut dire que ces injectables, quand vous les prenez, vous avez, disons, un sursis de 2 mois pour ne pas tomber enceinte. Et pour les méthodes hormonales, nous avons notre fameux implanon. Et ça dure 3 ans. L'implanon que nous mettons dans l'avant-bras. Voilà. Pour la femme, elle est protégée pour 3 ans. Et à part l'implanon, il y a le Jadel aussi, avec 2 capsules. On met ça aussi dans l'avant-bras. Ça dure 5 ans, le Jadel. Donc, toutes ces méthodes hormonales-là, ça agit sur l'appareil génital de la femme et surtout sur les ovaires. Voilà. Ce qui fait que la femme n'aura plus de ponte ovulaire pour pouvoir avoir ses menstrues. Et c'est ça qui bloque les menstrues. Et les femmes vont croire que les menstrues se sont stoppées à quelque part alors qu'elles n'ovulent pas. Il n'y aura pas d'ovulation. Quand elles sont sous ces méthodes-là, il n'y aura pas d'ovulation. L'ovulation. Mais donc, madame, quand on prend les pilules, on n'ovule pas, on n'a pas ses règles? Non, quand on prend ces pilules-là, on a ses règles. Mais quand on prend les pilules progestatives, on n'a pas ses règles. Oui. D'accord. Donc, nous avons le dispositif intra-utérin que nous mettons dans l'utérus. Les femmes n'ont qu'à savoir que c'est dans l'utérus que nous mettons ça. Puis il y a d'autres qui disent que quand on va déplacer ça là, ça va se trouver dans l'utérus, hein. ça va migrer. Voilà, ça va monter parce qu'on ne sait jamais. Ce n'est pas vrai. C'est d'où l'information justement. Donc c'est ça que nous mettons. Et quand nous mettons ça dans l'utérus, il y a le fil là, le fil qui se trouve dans le vagin. Qui est constamment dans le vagin. Donc quand on voudra l'enlever, on pourra l'enlever facilement. On pourra l'enlever facilement.
On peut le faire à la maison ou c'est chez le médecin? Normalement, c'est chez le médecin qu'on doit le faire. Et en parenthèse, que le fil ne dérange pas Le rapport sexuel, non. Ça ne dérange pas. Bon, parce que c'est sûr que les femmes posent toutes ces questions. C'est bon à savoir. Et on a également les préservatifs. Nous avons le féminin. C'est pour la femme. Et pour les hommes, Le condom. Et nous avons le collier du cycle. Ah. Le collier du cycle là aide les femmes à espacer les naissances et aide les femmes à tomber enceintes aussi. Ah bon? Oui. Bien sûr. Comment ça se passe? C'est intéressant. C'est intéressant. Oui, nous savons que le premier jour du cycle, on met l'anneau sur le rouge. Plus il y a différentes couleurs. Oui, sur le collier. Le collier. J'espère qu'on va arriver à enlever. Oui, on va la lever et leur montrer. Voilà, on va faire un petit cours de thème familial, de contraception sur le plateau. Sur le plateau. Oui, il y a différentes couleurs sur ça. Donc, il y a une flèche aussi qui nous indique comment utiliser le collier. Donc, le premier jour des règles, on met l'anneau sur le rouge. La couleur rouge. Oui. On décompte au jour le jour. On décompte. Et la femme qui ne veut pas avoir de grossesse, quand elle tombe dans le blanc, abstinence durant 16 jours-là. Ou bien le port de préservatif durant 16 jours. D'accord. Et celle qui veut avoir de grossesse, elle peut y aller pour pouvoir tomber enceinte. Donc, ce qui veut dire que le collier là aide les femmes à espacer la naissance et aide les femmes à tomber enceintes aussi. D'accord. Ça, c'est... Donc, vous voyez qu'en planification familiale, on peut traiter l'infertilité aussi en planification familiale. Voilà. Ce n'est pas pour espacer les naissances. Voilà. On peut voir comment, disons, gérer un peu le processus. Alors, Madame Essiaoui, vous voulez ajouter quelque chose? Je veux compléter également par quelques méthodes. Notre méthode privilégiée pour nous les sages-femmes, c'est la méthode maman. C'est-à-dire la méthode d'allaitement maternel et aménorrhée. Donc au même moment que celle qui vient d'accoucher pratique l'allaitement maternel, est-ce que donne le lait maternel à son enfant? Oui. Si 3 critères sont respectés, elle est en même temps en train de faire la contraception. Ah, quels sont ces critères alors? Ces critères, c'est qu'elle doit être dans les 6 premiers mois de son accouchement. C'est-à-dire son enfant ne doit pas avoir plus de 6 mois. Le deuxième critère, c'est qu'elle doit allaiter l'enfant de jour comme de nuit, sans associer quoi que ce soit. En dehors des prescriptions médicamenteuses. Pas de bouillie, pas d'eau. C'est toujours l'allaitement maternel. L'allaitement exclusif. Et troisième critère, elle ne doit pas avoir ses règles. Donc, dans les 6 premiers mois, si elle a ses règles, elle ne pratique plus la méthode maman. Donc, il faudrait également le faire comprendre à la population que l'allaitement maternel exclusif seul n'est pas la méthode maman. Voilà, ce sont ces 3 critères réunis qui font la méthode. Et donc, il arrive que des mamans, en l'espace de 6 mois, n'aient pas leurs règles, ou on peut forcer, expliquez-nous un peu plus, mesdames les sages-femmes. Oui, si la maman pratique maman, la plupart du temps, elle n'a pas ses règles avant 6 mois. Mais il y a des femmes qui vont même au-delà de 6 mois, qui n'ont pas leurs règles au-delà de 6 mois. Mais en ce moment, elles ne sont plus sous maman. Parce qu'elles ont déjà dépassé les 6 mois. Et on ne sait jamais, peut-être qu'elle dit il n'y a pas les règles, mais peut-être que c'est autre chose qui est rentrée. Peut-être que c'est autre chose qui est rentrée. D'accord. Et ça arrive également souvent. Et madame, est-ce qu'il arrive qu'il y ait peut-être une méthode qui soit plus utilisée qu'une autre? Est-ce que les femmes adoptent plus une méthode contraceptive qu'une autre? Oui. Je dirais que toutes les méthodes se valent. Sont bonnes. Toutes les méthodes sont bonnes. Mais il arrive
surtout au Togo, que les femmes aient une préférence pour le dépôt Provera. Il y a plus de femmes qui adoptent le dépôt Provera. Les injectables. Les injectables de 3 mois. Voilà. Oui, parce que je reviens à vous, Madame Eusebio, quand vous parlez de ces implants-là, peut-être que je vais adopter une méthode, mais je n'ai pas envie que tout le monde sache que, je suis en train d'adopter une méthode, donc ces implantations-là se font voir. Donc je crois que c'est pour ça que les femmes préfèrent plutôt les injectables. Non, pas ça. Il y a des femmes qui préfèrent les injectables, mais d'autres préfèrent le DIU. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui s'entretiennent entre elles. Et quand celle-ci va dire que moi j'ai fait cette méthode et ça me va bien, la femme va venir, tout ce que tu vas dire, elle va dire que c'est cette méthode. Ne serait-ce pas que ce matin, j'ai installé 3 DIU, la femme était venue pour la planification familiale. Quand la première qui est venue adopter le DIU, elle est sortie là. Il y a 2 autres qui sont venus avec le consigne, tout ce qu'on a fait, elles disent qu'elles sont venues pour faire DIU. Tout c'est venu pour faire DIU. Donc, on était obligé de leur insérer le bouche à oreille fonctionne. Oui, de bouche à oreille. D'accord. Et docteur Mborti, est-ce qu'à votre niveau, en tant que gynécologue, est-ce qu'il vous arrive de recommander une méthode plutôt qu'une autre à vos patients? Recommander une méthode, non. Parce que en matière de contraception, c'est le client ou le couple qui choisit sa méthode. Voilà, volontairement. Et après avoir écouté des informations qui sont justes sur les différentes méthodes, avant donc de faire son choix. Ce que je voulais aussi ajouter par rapport aux méthodes, c'est qu'il faut dire qu'au cours du counseling, il est important d'insister sur un élément. Et cela permettra d'aider la femme à mettre en application sa décision. Vous l'avez bien dit. Une femme qui peut-être en utilisant la méthode peut avoir des problèmes avec son mari, c'est le prestataire qui va aider cette femme-là à pouvoir utiliser une méthode où ça serait à l'insu, n'est-ce pas, de son partenaire pour éviter des problèmes. Donc ça, on le fait chaque temps. L'autre aspect de la chose, c'est la vasectomie, qui est une méthode pour les hommes. On parle puisque la planification on peut limiter les naissances. Donc, quand un couple constate que le nombre d'enfants souhaités avoir atteint, ils peuvent choisir, l'homme peut choisir cette vasectomie et contribuer au développement donc, de la famille. Donc, il est quand même important de donner l'information. Et c'est une méthode que les Togolais ont acceptée. Ah bon, donc il arrive que les hommes adoptent. Nous faisons la vasectomie à la TBF et nous disons que depuis qu'on l'a introduite au niveau de la TBF, nous sommes à 170 cas. C'est pas vrai. Au jour d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a ce besoin. Non, c'est clair. On a vu ici, les gens sont bien informés. Donc l'acceptation vient au bout. C'est ça. Ouais. Bon, d'accord. Pourquoi ne pas partager cette l'information est passée et tout ça. Voilà. Oui, ce n'est pas que la femme qui peut prendre la charge. Voilà. Pour ajouter quelque chose par rapport à la maman, c'est que c'est bien. Et nous constatons que les conditions sont rigides. Et les femmes fonctionnaires sont déjà écartées donc, de ces conditions. D'où il est aussi important pour les nouvelles constructions d'y penser à mettre en place un endroit bien espace où la femme fonctionnaire puisse allaiter son enfant en étant au service. Disons être maman à plein temps. Docteur Mborti, on reste avec vous. On a parlé de la planification familiale, on a parlé des méthodes. Mais est-ce qu'on pourrait rappeler un peu très rapidement les avantages? Parce que au début, docteur Abibi a dit disons les avantages et les quelques inconvénients. Alors, est-ce qu'on peut rappeler ces nombreux avantages que revêt la planification familiale? Nous allons présenter ces avantages à 2 niveaux, les avantages sanitaires et puis les avantages socio-économiques. Donc les avantages sanitaires, ce n'est pas démontré. Lorsqu'on utilise correctement les services de planification familiale, on réduit la mortalité maternelle et infantile. Ça permet également donc, de réduire des complications qui peuvent survenir
au cours de l'accouchement, en l'occurrence les fistules obstétricales. Ça permet également d'éviter les grossesses à risque, les grossesses rapprochées, les grossesses non désirées, qui sont souvent source d'avortements provoqués clandestins dans nos milieux, qui entraînent des conséquences et encore des séquelles que nous rencontrons dans nos consultations. L'une des séquelles, c'est le problème des trompes. Et ces problèmes de trompes sont rentrés dans le cas donc, de l'infertilité. On fait un avortement provoqué clandestin. Tout se passe bien aujourd'hui, mais après 2 ou 3 ans, on a des problèmes pour avoir des enfants. Donc, quand on utilise correctement les services de planification familiale, on évite tout ça, y compris la réduction des infections sexuellement transmissibles. Sur le plan socio-économique, ça permet à une meilleure préparation à la vie du couple. Et ça met également la femme, ou bien ça permet à la femme d'être disponible sur le plan sexuel. Parce que si, après l'accouchement, 6 mois, on tombe enceinte, avec tous les mots d'accouchement, de la grossesse, 6 mois, on tombe enceinte. Donc, du coup, le monsieur n'aura l'occasion seulement que d'où il est quand même important d'utiliser ces services pour être disponible sur le plan sexuel. Et ça permet à la femme de se libérer et vaquer à ses occupations et aider un peu au bien-être de la famille. Parce qu'une femme qui travaille, qui amène un peu quelque chose à la famille, je pense que ça aide, ça soulage le mari. Que le mari qui, chaque temps, il court dans tous les sens, madame il est toujours allongé, elle a un gros ventre et tout ça. Voilà. Et un autre avantage, c'est sur les enfants. Lorsque on allait correctement, l'enfant, il est prévenu des maladies. Et il peut vraiment s'épanouir. Et ça diminue. Voilà, ça empêche de sevrer l'enfant très vite. Voilà. Et lorsqu'on en fait beaucoup, on n'arrive plus à avoir la même mise sur tous les enfants et c'est la délinquance qui s'ensuit. Vous voyez qu'il y a tellement d'avantages que nous interpellons, nous insistons vraiment les uns aux autres à vraiment utiliser les services de planification familiale pour son bien-être d'abord et aider au développement donc, de la population de notre pays. D'accord, mais merci beaucoup. Quelque chose de très important. Oui, je pense que Mboche a parlé des avantages au niveau micro. Si nous sommes au niveau des individus et des familles. Voilà. Mais au niveau macro, plus général, c'est-à-dire à l'échelle des nations, vous aurez appris d'un nouveau concept, le dividende démographique. Oui. Il faut qu'on en parle. Oui. Et c'est l'occasion d'en parler. Le dividende démographique, en fait, le mot dividende, tout le monde le sait, parlons profit, le gain démographique qui est lié à la population. Vous voyez la charge qui est liée au fait d'avoir beaucoup d'enfants, avec ses conséquences de maladies, beaucoup de jeunes. La population jeune au Togo est estimée à 60%. C'est-à-dire les moins de 25%. Vous imaginez que ces 25% doivent être à la charge des parents et doivent être à la charge de l'État. Parce qu'il faut assurer leur éducation. Les années 90, l'université de Lomé, là, on était 10 000. Au jour d'aujourd'hui, l'université, c'est 60 000, sans parler de l'université de Kara. Il faut se parler des universités privées. Voilà. Est-ce que tout ce monde-là, nous avons les capacités pour le former de façon adéquate pour qu'un jour, ils participent à l'essor économique? Voilà. C'est là l'intérêt d'avoir très peu et mieux les former pour qu'ils contribuent à l'économie. D'accord. Merci beaucoup, docteur Agbigbi. Madame Essien, on va aller très rapidement. Maintenant, vu tout ce qu'on a dit, est-ce que au niveau du gouvernement, on va dire, au niveau de l'État, vous avez parlé tout à l'heure des sensibilisations, des journées portes ouvertes, mais qu'est-ce qui est fait, par exemple, pour permettre d'avoir un taux plus élevé de cette accessibilité aux services de planning familial et surtout pour les populations des milieux enclavés? Ce qui est fait au niveau du gouvernement pour permettre aux populations d'accéder, surtout les populations des milieux enclavés, d'accéder à la planification familiale, je dirais que beaucoup de choses sont faites. Sont mises en place. Oui. L'un des engagements pris par le gouvernement togolais est de contribuer à l'achat des produits contraceptifs. Donc, ce qui fut effectif depuis 2016.
où le gouvernement a contribué à l'achat des produits contraceptifs. Ça a été fait en 2016, en 2017. Cette année, c'est prévu pour l'achat des produits contraceptifs. Le gouvernement contribue à la formation et à la mise à disposition des prestataires de services. Il contribue également à la rénovation, à la construction des formations sanitaires. La plupart de nos formations sanitaires sont des formations sanitaires publiques. Oui. Donc, ça vient du gouvernement. C'est une disposition prise par le gouvernement. Également, le gouvernement autorise l'introduction de nouvelles stratégies et de nouveaux produits. En ce sens, très bientôt, au cours de l'année, nous aurons un nouveau produit contraceptif, Sayana Press, que nous aurons, et que la population, les femmes elles-mêmes, peuvent se l'injecter. Mais il faudra bien se l'injecter. Oui, non, il y aura des formations, des suivis pour que ça soit bien fait, pour qu'on n'ait pas de conséquences négatives. Nous voulons bien faire, il faudrait qu'on mette tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc voilà les quelques dispositions prises par l'État. Nous disons que c'est beaucoup, mais beaucoup de choses restent encore à faire. Vu le taux vraiment faible, il faudra mettre encore plus... Oui, si je peux ajouter. Je pense que mieux, comme l'a dit la collègue, ce que je peux ajouter, vous voyez, adopter une méthode de planification familiale ou bien méthode contraceptive, c'est pas comme on recourt aux soins quand on a des maux de tête. Aujourd'hui, il est estimé que environ 575 000 femmes ont souhaité avoir une méthode de planification contraceptive et ne l'ont pas. Et ça les a conduits peut-être à faire un avortement ou bien à donner d'enfants en un moment où elles ne l'ont pas voulu. Et si nous prenons la base de 34% des besoins non satisfaits, c'est ce que ça nous donne au jour d'aujourd'hui. Il faut reconnaître que les services, quand bien même il y a des efforts de formation, des efforts de mise en place de l'équipement, tout le nécessaire pour que le service soit proche de la population, le service est encore distant au niveau de la population. Ce qui a amené l'État à imaginer des stratégies que nous appelons les stratégies mobiles. Apporter le service dans la communauté. Il en est de même pour ce que nous appelons les distributions en base communautaire, c'est-à-dire que c'est du personnel ou bien, du moins, des éléments de la communauté que nous formons pour l'administration des méthodes simples de contraception. Donc, c'est les quelques approches que l'État a adoptées et qui vraiment approchent davantage le service des bénéficiaires. Des bénéficiaires. Alors, merci beaucoup, M. Aguibio. Bon, disons que vous avez un peu parlé du gouvernement, mais moi, je ne voulais pas vous poser cette question. Mais je reviens tout à l'heure à vous pour voir ce qui est fait au niveau de l'UNFPA. Mais, Madame Eusebio, alors, au niveau de... Moi, je reviens toujours au centre de Baguida. Alors, quelles sont les quelques activités que vous menez? C'est vrai que très souvent, on vous écoute sur Canal FM, donner les conseils. Alors, quelles sont les autres activités que vous menez justement pour parler du planning familial? Oui, nous faisons la sensibilisation. Comme des fois même, on vient à la TVT ici, on parle sur nos méthodes, on donne, on présente les différentes méthodes que nous avons. Dans le magazine Santé d'abord et puis dans 6-8. 6-8 et avec Madame Sophie aussi, en vernaculaire. En vernaculaire. Le vendredi soir. Oui, on passe sur les médias, c'est-à-dire les radios de la place pour pouvoir sensibiliser les femmes et surtout passer dans les écoles. Nous faisons la sensibilisation. Vu qu'il n'y a pas d'âge pour parler du planning familial. Oui, vu qu'il n'y a pas d'âge, on passe dans les établissements, puisque nous avons une petite association à notre niveau dénommée Moignon Moignon. Donc on se promène dans les établissements pour sensibiliser les élèves dans les ateliers. Oui. Dans les ateliers, puis on voit
on parle de milieu scolaire, mais milieu non scolaire, là, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Oui, surtout. Les apprentis coiffeuses. Les apprentis couturières. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et même on passe dans les sociétés aussi. Là-bas, parce qu'on était à Plastis, là on fait les nattes, là on fabrique les nattes. Vous voyez qu'il y a un bon nombre de femmes aussi là-bas. De jeunes femmes, oui. De jeunes femmes, donc on fait la sensibilisation. Et même dans l'enceinte du CMS Baguida même, on fait la sensibilisation le jour de la vaccination, puisque nous avons 3 jours de vaccination dans la semaine. Lesquels les jours de vaccination? Les lundis, mercredis et jeudi. Voilà. Donc nous faisons beaucoup de sensibilisation. Et en plus de ça, il y a des femmes qui se dirigent vers nous et ces femmes volontairement. Et parlons toujours d'apporter cette, disons, la sensibilisation, d'apporter les services vers les populations. Et il faut rappeler cette sensibilisation en langue locale, oui, en langue locale. Pour permettre aux femmes de mieux comprendre. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Madame Meuzébio. Alors, Monsieur Docteur Mbortier, alors au niveau de l'ATBF, on va dire, alors qu'est-ce qui est fait pour justement cette promotion de la planification familiale? En matière de la planification familiale, on sait que c'est votre mission première à la TBF. Bon, il faut noter que nous faisons les sensibilisations, les sensibilisations dans la communauté, dans les groupes organisés. Et nous offrons les services donc, de contraception par diverses stratégies. Et la distribution à base communautaire, nous avons des agents de santé communautaire dans des milieux qui offrent les services à la population, y compris l'injectable. Nous avons également des stratégies, des cliniques mobiles. Des cliniques mobiles, donc c'est un véhicule qui est équipé, qui se positionne dans un village pour une durée donnée, qui offre donc les services dans ce village. Donc les villages plus pour les zones enclavées. Voilà, donc pour desservir vraiment ces zones mal desservies. Donc nous avons ces cliniques mobiles, nous faisons des stratégies avancées, tout ça pour pouvoir offrir les services de contraception et des autres services de planification familiale. Et on a ajouté même un paquet, cette fois-ci, c'est le dépistage des lésions précancéreuses. Et nous offrons les services de contraception également au niveau des cliniques fixes. Et quand on parle de cliniques fixes, nous avons la clinique principale de Lomé, nous avavons la clinique à Tapami, une clinique, un centre de jeunes à Sokodé et une clinique au Grand Nord à Kara. Donc nous offrons les services, toutes les méthodes disponibles au Togo sont offertes dans ces différents centres-là, y compris la vasectomie. Nous faisons également la prévention et la prise en charge donc, des infections sexuellement transmissibles dans nos points de prestation. Et nous faisons également la prise en charge de l'infertilité. Les femmes qui désirent avoir une grossesse, nous les aidons à pouvoir avoir cette grossesse. Et nous faisons aussi l'éducation sexuelle complète. L'éducation sexuelle, comme on l'a dit tantôt, ça commence au bas âge. Il faut apprendre à l'enfant, donner des informations par rapport à la sexualité. Sinon, l'enfant ira apprendre ça ailleurs et peut-être mal apprendre. Voilà, il faut oublier cette question de tabou. Autour de la question. Donc, nous aidons les jeunes, les adolescents, les jeunes et même les parents à pouvoir éduquer les enfants à ce qui concerne la sexualité. Voilà. Donc, voilà un peu de façon ramassée ce que nous faisons. Mais il faut dire que nous faisons la promotion des droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Le droit humain surtout, ce droit, donc cette volonté de choisir sa méthode de contraception, comment planifier disons, les naissances. Alors, docteur Abibi, au niveau de l'UNFPA, on va aller très rapidement. Oui. C'est vrai que vous allez nous dire un peu ce qui est fait, mais précisément par rapport justement au thème de cette année qui est le droit à la planification familiale. Disons, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui a été fait durant la célébration de cette journée concrètement au niveau de l'UNFPA. Ok, merci. Bon, je vais quand même dire globalement ce que nous sommes appelés à faire dans le domaine de la planification. Nous sommes une agence, globalement, nous devons apporter des idées pour améliorer les stratégies, améliorer la programmation, même l'appui financier pour les prestations de services. Sur ce plan, je dirais que la loi SR, c'est une EPIE qui l'a initiée avec le gouvernement et l'a conduit à bout. Nous sommes dans le plaidoyer chaque fois pour que l'État apporte mieux les moyens pour le développement de la chose.
Les orientations programmatiques, je peux le dire aujourd'hui que si au niveau du système, depuis les années 2007, l'année 2007, nous avons orienté, disons, l'offre de service vers ces différentes stratégies qui amènent le service plus proche de la communauté. Nous sommes plus dans l'approvisionnement en produits contraceptifs. Je vais avancer des chiffres ici, vous allez crier. La contraception coûte à l'UNFI au moins 1 milliard de francs CFA pour le Togo chaque année. Ah bon? Si, c'est beaucoup de choses que nous mettons là-dedans. 1 milliard de francs CFA que nous mettons chaque année. Et la coordination de volet planification familiale, nous sommes là-dedans. Et voilà les quelques éléments. Revenons à la célébration. À la journée. À la journée même. Oui. La journée, les activités, nous pouvons les mettre sous 2 axes. Le plaidoyer, dont le débat que nous tenons actuellement ici. Ça a commencé il y a 2 semaines avec des émissions radio. La plupart de ces émissions ont été annulées par madame membre de l'association Monyo, voilà, et que nous terminons aujourd'hui. Nous avons passé dans le district de Tablebo une période d'offre de services gratuits, tant à Tablebo même que dans les villages environnants. Oui, mais monsieur, et tout ça là est terminé. Pourquoi on a choisi Tablebo? Donc chaque année c'est rotatif? C'est rotatif, c'est vrai que l'année passée on était, je ne sais pas, port de pêche. Donc ça peut être n'importe où. N'importe où. Voilà, donc ça n'a rien de particulier. C'est un choix voilà, délibéré. Voilà. Voilà, donc disons qu'aujourd'hui c'est l'apothéose, la dernière activité. La dernière activité. D'accord, alors disons que nous sommes arrivés presque à la fin de ce débat, mais avant de vous laisser repartir, alors on va commencer avec Madame Essien. Alors dites-nous, est-ce que, on va dire après cette célébration de la journée de la population, on ne parlera plus de planification familiale. Alors si on parlera, dites-nous un peu, peut-être votre souhait ou un mot à l'endroit des téléspectateurs par rapport justement à tout ce que nous avons dit aujourd'hui sur la planification familiale. La planification familiale existait avant le 11 juillet et existera le 11 juillet 2018 et existera après le 11 juillet 2018. Donc, ce que je dirais à la population, c'est d'évoluer vers les prestataires de services qui ont les vraies informations par rapport à la planification familiale et aux méthodes contraceptives. Ceci va les aider à se défaire des idées erronées qui constituent un frein à cette planification familiale-là. Et donc, vous-même, vous voyez tous les avantages de la planification familiale. Donc, les freins à cette planification familiale les empêchent également d'accéder à ces avantages de la planification familiale. Nous voulons également profiter de ce plateau pour faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour rendre gratuit les contraceptifs, la planification familiale. Parce que un des freins, c'est l'accessibilité financière. On en parle, mais moi-même j'ai vécu cela tout dernièrement, où à cause d'une modique somme, la cliente ne voulait pas avoir sa méthode. Et c'est au moment où elle a su que c'était gratuit, c'était lors des campagnes, qu'elle a dit d'accord, donc il faudrait quand même qu'on arrive à la gratuité de la planification familiale en général. D'accord, merci beaucoup Madame Essien. Je rappelle donc que vous êtes sage-femme d'État et donc vous êtes à la direction, à la division de la santé maternelle, infantile et de la planification familiale. Alors Madame Eusebio, un dernier mot par rapport à la planification familiale justement. Merci Anita. J'aimerais dire à la population de se diriger vers les centres de planification familiale pour avoir des informations. Les vraies informations. Les vraies informations et de ne pas se fier sur les effets secondaires et abandonner les méthodes.
quand elles ont de ces effets secondaires, il faut qu'elles se dirigent vers le centre où elles ont eu leur méthode. Ce n'est pas d'aller dire ça à une couturière ou bien à une coiffeuse qui ne connaît rien de cette méthode-là et va leur inciter à abandonner la méthode. En voyant les avantages de la planification familiale, il ne faut pas oublier les avantages en se fiant sur les effets secondaires, car il y a beaucoup d'avantages. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Madame Ezebio, sage-femme d'État prestataire au centre médico-social de Baguida. Madame Ezebio, qu'on retrouve donc sur Canal FM surtout. C'est quel jour, Madame Les jeudis après-midi. Les jeudis, voilà. Donc, pour suivre la fameuse émission Moyo Moyo. Voilà, je fais un peu de publicité à Canal FM. Alors, docteur Mborti, un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs. Oui, bon, le mot que j'ai à l'endroit donc de la population, c'est de s'approcher des prestataires pour avoir la vraie information en ce qui concerne les services de planification familiale. Et voilà, à l'endroit, n'est-ce pas, des prestataires, c'est de donner des informations, la sensibilisation. Parce que la planification familiale, des fois, est compliquée. Ce n'est pas un problème de mot de tête qui peut peut-être pousser quelqu'un à venir, mais il faut que le prestataire ou ceux qui s'y connaissent donnent l'information, la vraie information, pour que les gens commencent par changer les habitudes et commencer par prendre conscience. Et c'est pourquoi l'éducation à la vie familiale, ça va être indispensable. Il ne faut pas attendre, être en couple et attendre seulement les enfants. Ça se planifie avant même de commencer par faire ses enfants. La deuxième chose, c'est un lobby au niveau donc, du gouvernement, c'est de rapprocher les services au niveau des communautés, des populations. Il y a des stratégies qui ont fait leurs preuves. La DBC, la distribution à base communautaire, la clinique mobile, ce sont des stratégies qui ont fait leurs preuves. Donc, c'est possible qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on ait ces différentes stratégies dans toutes les régions du pays. Et ça permettra, n'est-ce pas, de rapprocher ces services-là des communautés et les permettre de pouvoir bénéficier de façon gratuite les services. Et je pense que c'est au vu de tout ça que nous pourrons vraiment améliorer la prévalence contraceptive. Maintenant, les partenaires techniques et financiers, c'est toujours de continuer par soutenir les organisations de la société civile, le gouvernement, pour ceux qui font déjà. Bon, c'est vrai, il a dit tantôt quelque chose qui te poursuit, si ça ne s'arrête pas, pourquoi toi tu vas t'arrêter? Donc, continuer toujours, et puis voilà, je pense qu'avec la volonté, on y arrivera. Merci beaucoup, docteur Mborti, docteur Bingo Mborti, médecin gynécologue à l'ATBF, l'association togolaise pour le bien-être familial. Docteur Agbibi, de l'UNFPI, alors votre mot de fin? Non, j'ai deux mots. D'abord, un premier de plaidoyer. C'est pour dire que nous sommes dans la planification familiale comme notre niche. Et nous, on est à l'aise là-dedans de nos jours quand nous voyons que la planification produit des effets au niveau du pays. Mais le besoin est encore immense. Si nous nous référons aux chiffres liés à la démographie, tels que les collègues l'ont évoqué ici, et surtout les besoins qui sont exprimés, non satisfaits. J'ai avancé le chiffre de 575 000 demandeurs qui sont là et qui n'arrivent pas à avoir le service parce que les services ne sont pas accessibles pour des raisons de distance. Vous voyez, pour donc des ça raisons veut dire que financières aussi. Des raisons financières, donc ce qui veut dire que la contraception est plus ou moins subventionnée au niveau du pays. Mais il y a des méthodes sur lesquelles il faut vraiment lever encore le coût. Les méthodes de longue durée qui ne sont pas encore accessibles. C'est une question de politique, on va en arriver. Mais qu'il y ait des appuis par les autres partenaires pour que nous puissions atteindre le couche le plus reculé. Ça, c'est le nouveau plaidoyer. Et à l'État de renforcer le financement. Bien sûr. Pour sensibiliser, moi j'ai toujours une image. Quand je traverse la région du camp et autres là, vous imaginez les pieds de maïs. C'est de l'analogie que je fais. Vous allez voir que sur un terrain plat, même niveau, là où nous avons les pieds de maïs bien écartés, séparés, les tiges sont verdoyantes, sont robustes.
Par contre, quand ils sont séparés et ils sont rapprochés, les tissus sont très minces et on comprend. Voilà. Ça, c'est le premier niveau. Très vite, docteur Agui. Bon, regardez un peu, quand vous avez les mêmes pieds de maïs qui poussent au niveau sur les ordures, ou bien, comment on l'appelle, les dépotoirs. Quand bien même c'est séparé, ces pieds restent verdoyants et solides. Et si on essaie de les séparer sur un autre terrain, on ne peut pas avoir les résultats. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose au centre. Et c'est quoi cette chose? Ce qui est au centre, c'est ce qui nourrit. Et si nous ramenons ça à la planification familiale, nous ne pouvons avoir que des tailles de population qui soient adaptées à nos moyens. C'est simple à comprendre. D'accord. C'est mon message à la population. À la population. Alors, merci beaucoup, docteur Agbigbi, chargé de programme santé et de la reproduction à l'UNFPA Togo. Vous l'avez donc compris, la planification familiale est intrinsèquement liée au développement de nos vies, de nos pays, à chacun donc de faire son choix, car c'est un droit humain. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis grâce à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.